à tous, chers élèves. Bonjour Romain. Bonjour Frédéric, bonjour chers élèves. Nous sommes tous les deux professeurs de technologie. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle séance de sciences et technologies qui s'adresse aux élèves de 6e. Le thème abordé va être comment utiliser au mieux les matériaux pour construire des objets solides et légers. C'est une séance qui a été élaborée en collaboration avec Domenico, également professeur de technologie. Alors aujourd'hui, nous aurons besoin d'un ordinateur, donc nous vous invitons d'ores et déjà à le préparer pour pouvoir réaliser les petits exercices avec nous. Alors Romain, dis-moi, ça y est, enfin, ouf, nous allons retrouver le chemin de l'école. Et oui, ouf, hein, nous allons reprendre nos activités, nous allons recommencer à déplacer, mais est-ce qu'il ne serait pas l'heure de concevoir différemment nos objets? Alors effectivement, Romain, nous avons toujours eu ce besoin fondamental de nous déplacer, de Voilà. transporter des charges. Alors pour cela, nous avons inventé plein d'objets, des voitures, des trains, des camions, et puis évidemment, un petit transport individuel qui est le vélo. Mais évidemment, on a aussi construit des infrastructures pour nous déplacer, mais ces infrastructures seront malheureusement pas suffisantes quand il s'agit de passer d'un continent à un autre. Mais pour cela, c'est pas grave, nous avons les avions. Alors, c'est en 1897 que Clément Ader a commencé ses premiers essais en vol et depuis, nous avons fait beaucoup de progrès puisque nous avons en 2010 ce magnifique avion qui s'appelle le Solar Impulse. Et puis, au quotidien, on peut même nous utiliser des petits drones. Tout à fait. Tout ça, c'est rendu possible grâce à la technologie. Ces objets sont à la fois complexes, mais légers et très solides. Alors, intéressons-nous de plus près à ces objets. Pour construire les objets, on souhaite utiliser le moins de matière possible pour réduire tout d'abord le coût, pour économiser les matériaux et puis pour économiser l'énergie des moyens de transport mobiles. Mais alors, comment choisir la forme et les matériaux pour construire des objets solides tout en étant légers? Alors ça tombe bien, pour répondre à cette question, dans le cycle 3 de sciences et technologies, on retrouve l'attendu de fin de cycle, identifier les principales familles de matériaux, et des connaissances comme les caractéristiques et les propriétés des matériaux. Alors voyons, Romain, comment des ingénieurs ont réussi à associer ces principes pour nous fabriquer un objet qui soit à la fois solide et léger. Tu connais le Solar Impulse? Alors le Solar Impulse, oui, ça me dit quelque chose, hein. Regardons de plus près comment il est composé, de quoi il est composé. Donc on remarque que son fuselage est constitué d'une structure en treillis, que sa structure utilise le matériau, la fibre de carbone, qui est un matériau composite, mais la suite de la leçon nous expliquera ce qu'est un matériau composite. Alors oui, pour comprendre, essayer de comprendre un petit peu comment cela fonctionne, je te propose de transporter ça au collège et d'utiliser le drone. Moi, je trouvais que l'avion, c'était quand même une bonne idée. Pourquoi on ne pourrait pas s'en servir? C'est trop cher? Alors en fait, je pense que l'avion va pas rentrer dans ma salle de technologie, mais tu peux essayer dans la tienne, hein. Ok, merci. Donc effectivement, le drone est quand même un objet qui se démocratise un petit peu. On a la possibilité de l'avoir en classe. Et donc on peut aussi l'utiliser dans la vie courante aujourd'hui pour livrer des colis, pour surveiller les forêts et lutter contre les feux de forêt. Et on a même des drones taxis. Donc voyons comment il se comporte, ce drone, se compose, pardon. On va avoir ici un châssis et 4 moteurs. Alors on ne voit pas le module supplémentaire qui permet justement de piloter ce drone. Et puis donc ce que je te propose justement, puisque tu me parlais de légèreté et de solidité, c'est d'optimiser ce drone afin de pouvoir ajouter une caméra sans pour autant modifier les performances en termes d'autonomie énergétique. Alors, il y a plein de solutions pour pouvoir rajouter une caméra sur ce drone. Nous, on aurait pu choisir d'augmenter la puissance du drone, mais finalement, je pense qu'on va plutôt s'orienter vers les matériaux et voir comment on pourrait alléger ce drone. D'accord, très bien. Alors, si on veut alléger notre drone, si je compare par rapport au Solar Impulse, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer pour pouvoir alléger ce châssis? Alors écoute, je vois 2 possibilités. On va pouvoir soit choisir un matériau différent, D'accord, ou choisir une option, une structure différente, comme sur le Solar Impulse. d'accord. Donc, je te propose de commencer par l'option 1, changer de matériau ou choisir le bon matériau. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Alors, il y a plein de matériaux différents, il y a plein d'usages différents. Si par exemple, je voulais construire un bateau, tu me proposerais quoi pour pouvoir Ah le bah, fabriquer? ça va dépendre. Si c'est un bateau pour nos élèves en 6e, moi je dirais un petit bateau en plastique, on pourrait utiliser du PVC. D'accord, pourquoi pas. Et si par exemple, j'avais besoin de construire des bâtons de ski?
Alors là, je pense qu'il faut penser un peu plus en termes de performance et on pourrait envisager de l'aluminium. Ok. Les maisons, de quoi c'est constitué? Alors les maisons, il y a plusieurs matériaux, hein, mais on va retrouver soit le béton, le bois et encore d'autres matériaux qui existent. J'ai un trou de mémoire. L'avion tout à l'heure, il était fait en quel matériau? Eh bien, pour les avions, comme on cherche de la légèreté, on va utiliser la fibre de carbone. Alors, chers élèves, Donc, on va vous proposer un petit exercice. Faites un petit tour d'horizon chez vous. Listez un peu les objets que vous avez l'habitude d'utiliser et voyez en quels matériaux ils sont composés. Ils sont construits. Et Romain, je suis sûre que tu as déjà une première idée qui te vient. oh bah, j'ai une idée qui me vient tout de suite en tête, c'est la manette de jeu vidéo, hein. Mais bon, on ne fait pas que des jeux vidéo. Pourquoi pas aussi un stylo à billes? Ah oui, parce qu'il faut bien que nos chers élèves travaillent un peu aussi, donc on va revenir sur le stylo. Alors, ces objets, justement, ont le matériau qui a été utilisé pour fabriquer ces objets a été choisi parce qu'il permettait de faire des boîtiers. D'accord. Alors ça, c'est du divertissement. Moi, je pense tout de suite à la cuisine, par exemple au micro-ondes, Voilà. aux plaques qui permettraient de réchauffer des aliments, ou encore à un faitout pour mijoter des bons petits plats. Alors justement, l'usage du matériau qui devra être fait, c'est de permettre de résister à la chaleur. Très bien. Alors c'est bien joli, hein, de préparer la cuisine, mais dans quoi on va manger tous ces bons petits plats? Dans une assiette. Dans une assiette, ou aussi, pourquoi pas, utiliser un verre. Voilà. Très bien. Évidemment, l'usage du matériau qui aura été choisi sera de contenir des aliments et être lavable facilement. Alors vous pouvez constater, hein, que ces objets ont été regroupés, hein, en plusieurs parties, en plusieurs ensembles. Et ces ensembles constituent finalement ce qu'on appelle des familles de matériaux. Donc on va avoir sur la gauche, hein, la famille des organiques qui sont constitués par des matériaux naturels ou synthétiques comme la famille des plastiques. On va pouvoir au centre trouver la famille des métalliques dans lesquels on va retrouver l'aluminium, le cuivre ou des alliages. Un alliage, c'est un mélange de plusieurs métaux comme l'acier. Enfin, tout à droite, la famille des céramiques dans laquelle on retrouvera comme matériaux la roche, la terre argileuse ou encore le verre. Je te remercie Romain, je pense qu'on a bien travaillé et on va encore solliciter nos chers élèves pour un petit exercice. Donc nous avons 3 objets dont l'usage est de contenir des liquides et nous vous invitons à réfléchir aux matériaux qu'ils composent et à quelle famille il appartient. Très bien. Je suis prêt. Allez, vas-y Romain. Alors, la tasse, il me semble qu'elle est en porcelaine, hein, et que la porcelaine est un élément de la famille des céramiques. La canette de boisson, je pense qu'elle est réalisée en aluminium et que l'aluminium, on l'a vu, c'est la famille des métalliques. Enfin, le yaourt, le pot de yaourt en plastique, va être lui donc de la famille des organiques. N'avons-nous pas oublié quelque chose, Romain? Ce qui me dérange, c'est que le Solar Impulse, on l'a vu, il était fait en fibre de carbone et j'ai pas l'impression qu'il soit présent dans les familles qu'on vient de voir. Eh bien non, parce qu'il fait partie des matériaux qu'on appelle composites. Donc un matériau composite est un assemblage d'au moins 2 matériaux. Donc le nouveau matériau va posséder 2 nouvelles propriétés que seuls les matériaux initiaux ne possèdent pas. Donc on va avoir par exemple un casque qui va être fait en fibre de carbone. Pourquoi un matériau composite? Parce que le casque doit être à la fois léger pour être porté par les cervicales et à la fois solide pour la sécurité en cas de choc et de chute. On va aussi trouver des pneus, les pneus en caoutchouc et en fibre textile, puisque le pneu doit avoir une bonne capacité d'adhérence au sol et doit aussi avoir une certaine longévité et résistance. Et puis on peut envisager, pour les plus sportifs, un canoë qui va être en fibre de verre, puisque la fibre de verre aussi, on va associer la légèreté puisqu'il faut le porter, le mettre à l'eau, et puis aussi il faut une bonne portabilité et une sensation de glisse sur l'eau. D'accord. Alors est-ce que ce sont les seuls critères, hein, les propriétés des matériaux? Alors non, justement, on va pouvoir choisir nos matériaux en fonction d'autres caractéristiques. Alors, on sait qu'un matériau, il va falloir lui donner une forme, le façonner. D'accord. Donc, on a justement commencé à parler des caractéristiques de chaque matériau, des propriétés. Et enfin, on va parler de valorisation du matériau. On va voir tout de suite, juste après, ce que cela signifie. Tu pourras peut-être nous en parler, Romain. Alors, je pense qu'un petit point s'impose, hein, pour lever ce point d'interrogation qu'on retrouve aussi. On va commencer donc par cette représentation de 3 vélos. Tu le sais, hein, je suis un passionné de vélo, j'adore le cyclisme. Alors quand la route est sur le plat, il n'y a pas vraiment de difficulté, mais dès qu'on approche une difficulté comme une côte, ça se complique. Non, moi, de toute façon, je monte à pied. Mais non, Fred, si tu choisis bien ton objet lors de l'achat, tu vas pouvoir te faciliter la tâche et par exemple, pourquoi pas, avoir une chance pour pouvoir grimper cette côte.
Regardons de plus près ces 3 vélos. Ils ont l'air de formes semblables, de géométrie semblable, de taille semblable, la couleur est différente, mais en réalité, ils sont composés de matériaux différents. Le premier, à gauche, est réalisé dans le matériau acier, celui du milieu dans le matériau aluminium, et celui de droite dans le matériau fibre de carbone. Alors, comment on va pouvoir choisir entre ces 3 matériaux? Je te propose de les peser. On n'a pas forcément sélectionné de marque particulière de vélo. On a fait notre petite recherche et on a trouvé donc les masses des différents cadres de ces vélos. Un cadre en acier représente 2500 grammes sur la balance contre 1800 grammes pour un cadre en aluminium. Alors qu'un cadre en fibre de carbone va représenter 850 grammes contre les 1800 grammes du cadre en aluminium. Donc on voit tout de suite le gain qu'on pourrait faire à choisir le matériau comme étant la fibre de carbone. Peut-être que je vais pouvoir envisager de monter les cotes sur mon vélo désormais. Il y a plus de chances. Alors, je rappelle que on a comparé des cadres qui sont exactement de même géométrie, de même volume, et on considère que pour même unité de volume, le poids est différent. C'est ça que l'on appelle la masse volumique. Alors, tu as peut-être déjà eu cette sensation quand on parle d'un autre matériau comme le plomb, qui va avoir une masse volumique très élevée, et à contrario, le polystyrène qui va avoir une masse volumique très faible. Prenons un exemple que peut-être tout le monde pourra retenir. Si je prends l'équivalent d'1 litre d'eau, il va avoir une masse de 1 kg, et ça va représenter une masse volumique de 1. Merci beaucoup Romain d'avoir levé ce point d'interrogation. Je t'en prie. Alors évidemment, pour choisir les matériaux, on va pouvoir aussi s'intéresser à d'autres propriétés. Alors on ne pourra pas toutes les traiter aujourd'hui, ça serait un peu long. Donc on pourrait par exemple s'intéresser à la rigidité du matériau. On pourrait s'intéresser à la conductibilité électrique, voire thermique des matériaux, ou encore à la dureté des matériaux. Alors il y a aussi quand même une propriété qui est assez importante pour nous tous. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas une caractéristique physique, mais c'est quand même très important à prendre en compte, c'est le coût. Alors, il y a d'autres contraintes, à part celles que tu viens de nous présenter, Fred, comme par exemple les outils et machines qui vont être disponibles. On se souvient, donc en technologie, dans la classe de collège, on ne peut pas forcément... C'est en train de me dire qu'on ne va pas pouvoir utiliser n'importe quel matériau pour... Eh bien non, en fait. Voilà. Donc, avec le matériel à disposition, on va principalement pouvoir modeler du PVC dans notre salle de technologie. Alors, les différentes mises en forme possibles, c'est l'enlèvement de matière, de forme cylindrique ou autre. On va pouvoir enlever sous forme de biseau de la matière. On va pouvoir réaliser des pliages par déformation de matière ou encore rajouter de la matière en créant, par exemple, ce pivot. Alors, la mise en forme d'un matériau ne se limite pas simplement à sa fonctionnalité. Vous savez que pour fabriquer un objet, il va falloir utiliser des matières premières, qu'il va falloir les extraire. Ensuite, ces matières premières vont être transformées pour la fabrication de l'objet. Et puis ensuite, nous allons les distribuer, l'utiliser pour enfin arriver à la fin de vie de l'objet. Mais qu'est-ce que l'on va faire en cette fin de vie d'objet, Romain? Moi, j'entends souvent parler de recyclage. Est-ce que tous les objets sont recyclables? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités? Alors, il y a d'autres possibilités, effectivement. Bon, déjà, en premier lieu, peut-être retarder le remplacement de l'objet s'il fonctionne encore, soit pour s'en servir nous-mêmes, soit pour le vendre ou le donner. S'il est hors d'usage, on va pouvoir par exemple recycler. Alors, recycler, c'est tout simplement un procédé qui va permettre de récupérer le matériau dans lequel était fait l'objet technique pour en fabriquer de nouveau. Par exemple, le plastique, où on va pouvoir faire de la laine polaire. Très bien, bon exemple. On va pouvoir aussi réutiliser. Alors, pour un usage, par exemple, différent, cette bouteille qui contient d'habitude un liquide va permettre de transporter un message à travers la mer. Et puis, pour l'ensemble des matériaux dont on ne pourrait ni les recycler ni les réutiliser, on va voir ce qu'on appelle la valorisation. On va regarder de plus près la valorisation énergétique. Elle consiste tout simplement pour la famille des organiques à, par combustion, produire de l'énergie, ce qui permet de limiter nos déchets. Alors, revenons à notre drone. Donc, pour pouvoir réaliser effectivement ce fameux choix de matériaux, je te propose de nous rendre sur le site donc OnShape, en utilisant ce lien ou le QR code, comme tu l'as peut-être déjà vu. Donc, soit vous tapez directement l'adresse du site sur votre ordinateur, dans votre navigateur, soit vous scannez le QR code qui s'affiche à l'écran. Donc, n'oublions pas que ce qui nous intéresse, nous, c'est de vérifier que l'on puisse changer la masse de notre objet, puisque l'on cherche à l'alléger. Voilà, donc, pour alléger notre drone, donc, nous vous avons déjà préparé le fichier, vous avez accès au drone tel qu'il est. Et en bas, vous remarquerez que vous avez 3 châssis. Le châssis, je vous rappelle, c'est la partie centrale du drone. 3 châssis à votre disposition. Un châssis en aluminium, un châssis en fibre de carbone
et un châssis en PVC. Donc, nous, ce que l'on souhaite réaliser, c'est un comparatif pour vérifier quel matériau serait plus judicieux de choisir pour modifier notre drone. Ouais. Donc, si vous cliquez sur le châssis, par exemple, du drone en aluminium, vous allez accéder ici à une petite balance. Vous allez ouvrir une fenêtre dans laquelle vous allez retrouver la masse du châssis du drone en aluminium. Ouais. Donc on est à 1516 grammes. Vous pourrez évidemment faire la même chose pour le drone en fibre de carbone, la petite balance, où nous sommes à 898 grammes. Et je vous laisse le plaisir de découvrir le châssis du drone en PVC, puisqu'on va le voir juste après. Voilà. Donc j'espère que vous avez trouvé la même chose que nous. Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, vous pourrez reprendre le temps de refaire cette petite manipulation tranquillement à la maison ou en classe avec votre professeur. Donc si l'on synthétise tout ça, nous voyons que le drone en aluminium aura une masse de 1516 grammes, le drone en PVC aura une masse de 824 grammes et le drone en fibre de carbone de 898 grammes. Logiquement, et ça nous arrange bien, Romain, puisque nous, en technologie, nous avons accès au PVC, donc nous allons choisir de fabriquer notre drone en PVC. Très bien. Donc le PVC nous a permis de gagner en masse sur le châssis du drone. Est-ce qu'on pourrait se souvenir qu'on avait une deuxième option qui permettait aussi d'alléger ce drone en changeant la forme? Oui, alors effectivement, on avait envisagé de modifier la structure. Rappelez-vous le Solar Impulse. Donc je crois, Romain, par contre, que tu nous as préparé une petite expérience pour nous aider. Et oui, je vous invite à me suivre donc, sur cette table où on va retrouver donc, une modélisation d'une forme cubique. Donc pour tester la rigidité de cette forme cubique, on va y placer donc, un poids. Et on peut constater que lorsque l'on va placer le poids sur cette forme cubique, la structure n'est pas rigide et ne résiste pas à la masse de ce poids. J'ai l'impression peut-être un coup de chance. qu'il y a un petit doute. Oui, donc je vais recommencer l'expérience pour être sûr que effectivement tu aies bien compris que ça ne fonctionne pas avec cette structure. Très bien. Peut-être que tu n'aurais une solution à nous proposer, Romain, puisqu'effectivement, la rigidité de l'objet, là, ne dépend pas forcément du matériau que tu as choisi. Moi, je me souviens du Solar Impulse qu'on a vu au tout début. Son fuselage était réalisé donc, en treillis. Alors, le treillis, on va rajouter des éléments en fait, sur ce cube qui vont nous permettre, j'espère, de rigidifier. J'espère aussi. Parce que... vous voyez, quand je rajoute donc, les petites poutrelles sur ce cube, qu'on forme une figure géométrique qui est en forme de triangle. Je vais réutiliser donc le plateau et le même poids et on constate donc que cette fois-ci, il n'y a pas de déplacement. De déformation. J'ai l'impression que tu doutes un petit peu, j'ai rajouté du poids par-dessus et ça tient toujours. J'ai l'impression qu'on peut valider la forme. Effectivement. Donc finalement, Romain, je me dis qu'en formant des triangles sur les faces de ton cube, celui-ci ne se déforme plus sous la masse des poids que l'on a mis dessus. Tout à fait. Alors, revenons à notre drone. Est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer, du coup, cette hypothèse de changer la forme de notre châssis drone pour essayer encore de l'alléger? Alors, effectivement, donc nous vous invitons à retourner sur le site où nous vous avions préparé le châssis du drone. D'accord. Alors, pour réaliser par contre cette manipulation, il faudra que vous ayez un compte que vous aurez créé, évidemment, sous la surveillance de vos parents. Tout à fait. Donc nous revenons sur notre drone. Nous allons utiliser le châssis du drone PVC, effectivement, comme nous l'avons souligné tout à l'heure. Pour pouvoir le modifier, nous allons être obligés de faire une copie. Donc ici, vous irez cliquer sur Make a Copy. Alors, on va laisser ce nom-là par défaut. Vous pourrez choisir le nom qui vous convient le mieux. D'accord. Et nous allons normalement pouvoir accéder aux outils de dessin qui nous permettront de transformer notre châssis de drone. Donc nous voici revenu sur le châssis du drone en PVC et vous voyez qu'ici est apparue une barre d'outils qui va nous permettre de réaliser les modifications. Donc nous allons utiliser ces deux outils ici, Sketch et Extrude. Alors, on va s'organiser pour enlever de la matière sur cette face ici dans un premier temps. Donc je vous propose de cliquer sur la face, alors soit de cliquer sur le top du dé, soit de faire un clic droit et de demander à ce que l'on ait la vue normale à nous, c'est-à-dire face à nous. Donc nous voici face à avec la vue que l'on a besoin de modifier. Nous allons donc commencer par dessiner, comme tu nous l'as indiqué, un triangle. Ouais. Pour dessiner un triangle, nous allons donc réaliser ce qu'on appelle un sketch, c'est une esquisse.
évidemment sur cette face, puisqu'on l'avait sélectionné. Nous irons chercher l'outil ligne D'accord. qui va nous permettre de dessiner sur la face. Alors, il y a des petits repères qui nous aident un petit peu. Alors, on ne va pas s'occuper des dimensions dans un premier temps. Oui. C'est vraiment pour leur montrer à nos chers élèves. Donc, vous pouvez vous en servir un petit peu. Donc, on va dessiner la première ligne. On se sert de l'autre repère. On va dessiner ce premier triangle. Donc, on peut en dessiner à loisir plusieurs autres. Si vous voulez rajouter des dimensions, il suffira d'aller chercher l'outil dimension ici pour positionner, pour indiquer des dimensions précises. On ne va pas, encore une fois, s'en occuper pour l'instant. Une fois que c'est réalisé, vous allez pouvoir valider l'esquisse. Cette esquisse ici, donc cette entité, ce triangle que nous avons créé, il va falloir maintenant l'enlever de notre drone. Donc pour enlever cette matière, il va falloir aller chercher le bouton qui s'appelle Extrude. Lorsque vous avez accès à ce menu, vous avez plusieurs possibilités. Ajouter de la matière, rajouter du volume, ce n'est pas ce qu'on cherche. Et il va falloir enlever de la matière. Donc ça s'appelle Remove. Vous avez constaté que le logiciel est en anglais. Mais... On va progresser du coup. Oui, on va progresser comme ça. Donc, nous souhaitons enlever de la matière. Alors on peut choisir l'épaisseur où on va enlever de matière. Nous, on va aller à travers tout. Donc on va ici développer le menu, Through All, pour être à travers tout. C'est le bon accent. Excusez-moi pour mon accent. Et on va valider. Voilà, donc on voit qu'il y a une partie de la matière qui est partie. Un clic droit de la souris vous permet de faire pivoter le châssis et vous pouvez accéder à votre vue en 3 dimensions. Génial. Alors, il existe plein d'autres outils. Vous verrez, nous, on en a utilisé un. Je vais vous montrer le drone final après, le châssis du drone final, qui permet de faire des congés, ce qu'on appelle des congés. Donc, arrondir les angles. Je vais vous montrer tout de suite ce que cela donne. Donc, voici le châssis de notre drone modifié. Et si l'on veut rajouter les congés de notre drone, le châssis final. Voilà. Et on ne va pas oublier pourquoi on a réalisé cette manipulation quand même, Romain. C'était de déterminer la masse de notre châssis avec cette structure treillis. Donc vous avez compris maintenant, il faut sélectionner le châssis. On cherche notre petite balance, on ne va pas la trouver tout de suite. Il faudra cliquer sur châssis drone ici. Et la petite balance sera tout en bas à droite pour connaître la masse de notre nouveau châssis qui me pèse donc 341 grammes. Donc vous aurez vraiment le loisir de reprendre cette petite activité avec plus de temps. Évidemment, là on est allé un peu vite, mais je pense que la prise en main sera plus facile pour vous à la maison. Donc on avait au départ un châssis avec un matériau plein qui pesait 824 grammes et nous arrivons maintenant à un châssis avec un PVC ajouré qui pèse 341 grammes. Je pense que c'est un bon compromis pour ajouter une caméra dessus. Tout à fait. Donc, on constate que effectivement, la structure treillis permet de garder, donc de gagner, de faire un gain de la masse et de conserver une déformation acceptable. Oui. Donc, on ne va pas non plus effectivement rentrer dans les détails là aujourd'hui. Voilà. Donc, on résume. On a gagné 483 grammes en faisant cette opération donc de changement de la forme. Ce changement de la forme donc, nous a permis de conserver une rigidité. On se souvient bien, 483 grammes de gagné, ça va nous permettre de rajouter donc, la fameuse caméra et donc de conserver un accessoire supplémentaire. Je pense que le cahier des charges de départ est respecté et que le drone va bien pouvoir accueillir une option supplémentaire. Effectivement. Alors, ce qui est vrai pour les petits objets tels que le drone, vous allez le retrouver sur de gros, sera vrai également pour des plus grands ouvrages. Je pense notamment au pont que vous avez l'occasion de croiser, donc où on retrouve bien cette structure treillis pour consolider et gagner de la masse. Et puis, on vous propose justement de réfléchir un petit peu, de vous balader en France ou ailleurs, et vous avez forcément rencontré des ouvrages qui sont construits sur avec cette structure. Qu'en penses-tu, Romain? Tu as une idée, toi? Moi, sans me balader trop loin, je vois tout de suite une structure, la Tour Eiffel. Et oui, effectivement, la Tour Eiffel, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais effectivement, elle est construite avec cette structure treillis. Et puis, Eiffel ne s'est pas arrêté là, puisqu'effectivement, il a construit des ponts, donc le viaduc de Garabit, qui utilise cette même structure. Très bien. Ça me rappelle aussi un musée sur Lyon qui possède pour l'armature du toit exactement cette même forme de treillis. Et en parlant de musée, je pense au Centre Pompidou à Metz, qui a pour particularité d'être une structure en treillis en bois cette fois-ci. Alors, je te propose de peut-être aller un petit peu plus loin pour vérifier cette structure-là. Donc, tu vas pouvoir utiliser un logiciel qui permet seulement de faire des ponts, de réaliser des ponts pour vérifier la structure treillis. Donc, Bridge Building Game, que tu vas pouvoir télécharger donc, soit en suivant ce QR code, soit en suivant cette adresse.
Donc, on se retrouve sur l'interface du logiciel qu'on a préalablement téléchargé et installé pour gagner du temps. Donc, on clique sur démarrer le jeu. Je veux bien que je vais te guider si tu veux, Fred. Je fais l'élève. Très bien. Alors, première série, niveau 1. Et donc, on se retrouve avec un besoin de franchir cet obstacle-là. Donc, en cliquant avec le clic gauche de la souris, tu vas pouvoir construire des poutres. Là, le logiciel fait qu'on va en cliquer une première et une deuxième. Je te propose de tester ce premier pont simple en faisant test. Et on voit qu'il y a un train qui est apparu. On va pouvoir faire départ train et on constate déjà que la rigidité n'est pas terrible. Arrive ce qu'il fallait s'en douter, le pont ne résiste pas à la charge. On se souvient avec cette leçon que le treillis a l'air de rigidifier la structure. Donc, on peut faire retour. On va pouvoir faire simplement 2 triangles sur le dessous, d'après ce qu'on vient de voir, et refaire un test. Et donc, à mon avis, je pense qu'on s'est plutôt bien débrouillé. Ça devrait largement suffire pour résister au passage de ce train. Voilà, donc on a vérifié que la structure de treillis permettait effectivement bien de rigidifier une structure comme un pont. Merci beaucoup Romain, et merci à l'élève. Merci à l'élève surtout. Donc résumons tout ce qui a été vu aujourd'hui, sois bien attentif puisqu'il va y avoir un petit quiz à la fin de cette synthèse. Alors effectivement, nous avons vu que la fabrication d'un objet se fait à partir de plusieurs matières qu'on appelle matériaux. Maintenant, vous vous souvenez bien, on a vu les matériaux organiques, les céramiques et les métalliques. On a vu qu'il y avait une quatrième catégorie qui s'appelle les matériaux composites, qui sont l'association de plusieurs matériaux de familles différentes. Tout à fait. Que le choix d'un matériau dans la fabrication d'un objet doit prendre en compte plusieurs paramètres comme la fonction et l'usage de l'objet, la forme de l'objet et les procédés de mise en forme. Si on prend l'exemple du radeau, qui est le nez de cet avion-là, il est réalisé en fibre de verre. La forme, c'est une contrainte qui devrait être aérodynamique. Le radar qui est stocké dans ce nez devra laisser passer les ondes des différents radars. Et enfin, le procédé de fabrication, c'est la fusion qui sera aussi une contrainte. Nous avons vu aussi que nous allions choisir un matériau en fonction de ses différentes caractéristiques et propriétés. Alors, qu'est-ce que l'on entendait par caractéristiques? Nous avons vu qu'il y avait la masse volumique, la conductibilité, la densité, la dureté. Il y en a d'autres, qu'on ne traitera pas toutes ici. On a vu également que le matériau avait certaines aptitudes au façonnage en fonction de chaque matériau. Donc, on a vu qu'on allait pouvoir le mettre en forme par enlèvement, par ajout de matière, découpage, thermopliage, perçage, soudage, moulage, etc. Il y en a d'autres. Et on a vu, Romain nous a très bien expliqué, que nous allions pouvoir valoriser cet objet, soit par sa réutilisation, son recyclage ou la valorisation énergétique. Très bien. Qu'à un moment, il a fallu donc réfléchir à la forme pour rigidifier la structure et que la forme triangulaire avait l'air d'être la forme géométrique la plus satisfaisante pour rigidifier un objet. Oui. Nous avons également vu que l'impact environnemental était un critère très important dans le choix des matériaux. Par exemple, on a cherché à réduire la consommation des ressources naturelles, puisqu'on a utilisé moins de matière. C'est l'heure du test. C'est l'heure du petit quiz, alors j'espère que vous êtes tous prêts. C'est parti. Alors, nous avons vu différentes familles. Quelles sont les familles de matériaux dans la liste ci-dessous? On vous laisse un petit temps de réflexion. Alors moi, je pense que les métalliques, les céramiques et les organiques sont les 3 familles qu'on a vues dans cette leçon. Et tu as raison. Merci. Alors Fred, un matériau composite, est-ce que c'est un alliage de métaux? Est-ce que c'est un assemblage de plusieurs matériaux? Ou est-ce que c'est un matériau qui associe des propriétés? Alors moi, je pense, Romain, et ça se confirme, qu'il s'agit d'un assemblage de plusieurs matériaux et d'un matériau qui associe des propriétés. Alors Romain, quels procédés permettent de mettre en forme un matériau? Un enlèvement de matière, une déformation de matière ou un ajout de matière? Eh bien, les procédés sont l'enlèvement de matière, la déformation de matière et l'ajout de matière. Il fallait donc cocher les 3. Exactement. Alors la structure treillis, Fred, est-ce que c'est un camouflage militaire? Est-ce que ça permet de rigidifier une structure? Est-ce que ça peut être utilisé dans les ponts? Ou encore, est-ce que c'est moins rigide que la structure carrée? J'hésitais avec le camouflage militaire, mais je pense qu'effectivement, ça permet de rigidifier une structure et peut-être utilisé également dans des ponts. Tu as tout à fait raison. Alors, comment peut-on valoriser les matériaux en fin de vie?
Eh bien, à la fin de vie d'un objet, les trois sont possibles, mais bien évidemment, ça dépend du matériau à valoriser. Eh bien, j'espère que cela vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à voir ou revoir cette vidéo sur le site de Lumni. Nous espérons que vous allez continuer de réfléchir sur le bon usage des matériaux. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. Et nous vous disons au revoir, à bientôt, chers élèves. Au revoir, Romain. Au revoir Fred, au revoir Hélène.